Invité de preuve par trois, François de Rugy, député écologiste. Bonsoir, écologiste. C'est le nom que vous avez donné au mouvement que vous avez lancé après avoir quitté avec fracas l'été dernier Europe Écologie Les Verts, mouvement gauchiste selon vous, sur qui évidemment pèse une lourde responsabilité en cette période de progression constante du Front National. Sur cette question, bien sûr, vous pourrez vous exprimer dans un instant, mais vous répondrez au cours de cette émission à trois grandes questions. La COP 21 va-t-elle sauver la planète ? Deuxième question, est-ce que vous craignez pour les libertés publiques avec l'entrée en vigueur de l'état d'urgence face aux dangers terroristes qui menacent toujours notre pays? Beaucoup de vos amis ou anciens amis s'alarment. Eh bien, vous répondrez sur ce point à Perrine Tarnaud de Public Sénat. Enfin, troisième question que vous posera Stéphanie Le Rouge de l'agence France Presse. Un parti écolo sert-il encore à quelque chose? À quoi, en effet, à l'heure où la main sur le cœur, on l'a vu hier, tous les dirigeants de la planète ont célébré l'environnement, rivalisant de volontarisme pour limiter la hausse de la température mondiale. Alors on va d'abord regarder un petit florilège, les présidents américains et chinois, s'il vous plaît, au Bourget hier soir. Je suis ici en ma qualité de dirigeant de l'une des plus grandes économies du monde, de l'une des plus grandes économies émettrices, et je suis tout à fait conscient que nous sommes à la source de ce problème. Il va de notre responsabilité d'y remédier. Aujourd'hui, tous les yeux se tournent vers Paris. Conjuguons nos efforts de manière à, ensemble, contribuer à la mise en place d'un mécanisme mondial, équitable et efficace face au changement climatique. Travaillons à trouver des solutions de développement durable qui soient d'ordre mondial, et ce, au niveau le plus élevé, et faisons en sorte également qu'une nouvelle coopération internationale se mette en place, qui permette à tous d'en sortir gagnants. Alors, François de Rugy, ces belles paroles, ça vous rend confiant ou encore plus vigilant? C'est positif. Il faut mesurer tout le chemin parcouru. À la précédente conférence mondiale de lutte contre le changement climatique, il y avait encore des gens qui contestaient la réalité du changement climatique. Il y avait des gens qui ne voulaient pas s'engager, dont la Chine, qui était le pied sur le frein, qui disait c'est vous, les grands États industrialisés, qui avaient beaucoup pollué jusqu'à présent, qui devaient prendre des mesures. Et la Chine refusait les mesures contraignantes, le contrôle des émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, l'état d'esprit des chefs d'État et de gouvernement, leurs déclarations sont beaucoup plus encourageantes. Maintenant, évidemment, il y a encore du chemin à faire. Jusqu'au 11 décembre. Oui, déjà. voilà, jusqu'au même la conclusion, c'est le samedi 12 décembre. Eh bien, il faut encore négocier, parce que c'est une négociation, pour arriver à un objectif meilleur que celui que nous avons aujourd'hui. Est-ce que c'est le pape, François, qui résume le mieux la situation en disant « nous sommes au bord du suicide » ? Oh, je ne crois pas qu'il faille dire ça. Vous savez, bon, moi je comprends ceux qui se disent il faut encore éveiller les consciences en quelque sorte. Mais moi je crois que l'éveil des consciences, il est fait. Les mentalités ont changé. Je le vois en France évidemment, mais je crois qu'en Europe, dans le monde, c'est le cas. On n'est plus dans la phase d'éveil des consciences. On est dans la phase maintenant de décision et d'action. Des résistances et même des oppositions. Il y a des climats sceptiques. On le voit notamment aux États-Unis. Toute l'opposition républicaine, franchement. Oui, aux États-Unis, c'est sans doute le dernier pays où il y a un très fort courant climato-sceptique, comme on dit, qui remet en cause même la réalité du changement climatique. Et en effet, la droite américaine est sur cette ligne-là, malheureusement, ce qui prouve d'ailleurs qu'il y a une différence entre la gauche et la droite en la matière aux États-Unis. Et le président Obama, lui, a fait le choix de s'engager. Et c'est une bonne chose parce que c'est le premier pollueur du monde. Alors c'est la question. Est-ce que la COP 21 va sauver la planète ? Vous savez, des écologistes, des naturalistes ont pour habitude de dire que c'est pas tellement la planète qui a besoin d'être sauvée parce qu'elle se sauverait toute seule, la planète. C'est nous, les êtres humains, c'est notre capacité à vivre correctement sur la planète, à ne pas subir les conséquences du changement climatique. Aujourd'hui, on peut les toucher du doigt. Et ça aussi, c'est important dans la prise de conscience qu'il faut agir. C'est que même en France, même dans un pays comme la France, qui n'est pas le plus touché, on voit des phénomènes climatiques exceptionnels. On voit la montée des températures. Est-ce que vous êtes optimiste? Encore il y a quelques heures, Barack Obama a dit « nous allons réussir ». C'est votre conviction? Je crois que c'est possible. Je crois qu'il y a beaucoup de conditions qui n'étaient pas réunies lors des précédentes conférences qui aujourd'hui sont réunies pour avoir un accord. C'est unanimité d'abord. Et oui, et puis pour avoir un accord qui sera de fait contraignant. On se donne des objectifs chiffrés contraignant, ça reste dans le temps. à vérifier. Et on le verra. Mais il y a encore débat.
Oui, mais c'est Les une Américains, là dynamique. encore, et l'administration Obama n'est pas d'accord sur ce point, vous le Oui, savez. mais c'est une dynamique qui aujourd'hui engage les pays les uns avec les autres. Vous savez, on dit on ne va pas prendre des sanctions contre un pays qui ne respecterait pas ses objectifs. Et pourquoi pas? On voit qu'on prend des sanctions économiques dans d'autres conflits, dans d'autres tensions internationales, et que ça produit ses effets. Un État comme la Chine, par exemple, ne pourrait pas vivre durablement. Son modèle économique est fondé sur les exportations, ne peut pas vivre durablement si jamais il y avait des sanctions économiques ou des on l'a campagnes entendu. de boycott. Vous l'avez relevé, elle fait assaut de bonne volonté. On va écouter François Hollande maintenant, qui plaçait ainsi hier matin à l'inauguration de la conférence les enjeux. Pour résoudre la crise climatique, je vous le dis franchement, les bons sentiments, les déclarations d'intention ne suffiront pas. Nous sommes au bord d'un point de rupture. Paris doit être le départ d'une profonde mutation. Nous ne pouvons plus considérer la nature comme un vulgaire et inépuisable réservoir de ressources destiné à notre seul et plein accomplissement. Voilà le chef de l'État qui met en garde contre les bons sentiments. Et aujourd'hui, on a entendu Manuel Valls préciser qu'il fallait prendre en compte les spécificités de certains pays. Comment est-ce que vous comprenez cette phrase ? C'est normal, vous savez, les pays ne sont pas tous dans la même situation en termes d'émissions de gaz à effet de serre. La France n'est pas dans la même situation que l'Allemagne, l'Europe émet moins que les États-Unis, par exemple, ou le Canada, ou l'Australie, qui sont des très gros émetteurs, ou la Chine aujourd'hui. Puis après, si vous ramenez au nombre d'habitants, évidemment, ça change, puisque la Chine est un pays très C'est comme ça peuplé. que vous comprenez les choses, vous ? Oui, parce que c'est normal, il faut des objectifs qui soient réalistes, il faut des objectifs ambitieux, mais ça ne sert à rien de placer la barre tellement haut que personne ne pourrait l'atteindre. Comment est-ce que vous êtes réaliste alors avec l'Inde, par exemple? L'Inde qui aujourd'hui, et on a entendu son Premier ministre au Bourget hier, considérait que les énergies fossiles sont indispensables à son pays, qui doit assurer sa croissance et sortir la population de sa pauvreté. À court terme, c'est sans doute vrai. C'est vrai. Pour un pays comme l'Inde. Et de fait, il y a des pays comme les pays européens qui peuvent faire beaucoup plus d'efforts puisqu'ils ont les technologies. Vous savez, par exemple, qu'en Europe, on pourrait fermer des centrales à charbon et les remplacer par des centrales à gaz qui sont beaucoup moins émettrices. À terme, il faudra, nous pensons à un scénario 100% énergie renouvelable. Mais dans la transition, le gaz, par exemple, émet beaucoup moins que le charbon. Aujourd'hui, en Europe, il y a des centrales à gaz neuves qui sont à l'arrêt, simplement parce qu'on a laissé, par faiblesse politique, les centrales à charbon ou les vieilles centrales nucléaires. En Europe et en France particulièrement, il y a aussi des centrales nucléaires. Et certains spécialistes, scientifiques, disent qu'elles font partie de la solution. Aussi. Mais vous savez, il y a des centrales nucléaires. En France, on est le pays le plus nucléarisé au monde pour ce qui est de la production d'électricité. Mais déjà, ramener à toute l'énergie dans le monde, c'est infinitésimal. Donc personne n'imagine que demain, la solution, ce soit le nucléaire. Et je vais même vous dire, il n'y a pas la solution. L'énergie, le défi énergétique qui est devant nous, voilà, c'est une palette de technologies, c'est une palette de moyens, y compris dans les changements de comportement, et qui va permettre d'abord d'économiser l'énergie, de produire autant, voire plus, en consommant moins d'énergie. Ça, on l'a déjà démontré, c'est déjà une réalité. C'est là aussi que je dis qu'il faut être positif. L'industrie, les particuliers, les transports ont fait déjà beaucoup de progrès. Il y en a encore beaucoup à faire. D'accord. Non, mais je reviens sur ce que vous avez dit sur l'Inde. Donc, vous dites qu'effectivement, la croissance économique de certains pays en développement et la protection de l'environnement ne sont pas compatibles. Ah si, moi je dis que c'est tout à fait compatible. Vous dites que l'Inde, effectivement, doit garder le droit d'utiliser des énergies fossiles. À court terme, on ne va pas dire à l'Inde, vous fermez toutes vos centrales. On dit, on se met d'accord. C'est ça la négociation qui a lieu à ce moment à Paris. Et c'est un motif de fierté d'ailleurs qu'elle ait lieu à Paris. Et je salue aussi l'engagement du président de la République, parce que les propos qu'il a tenus et que vous avez repassés à l'instant, il ne les aurait pas tenus il y a 3 ans, quand il a été élu président. Ah bon ? C'est évident qu'il a changé sur ce sujet. Sous quelle influence, selon vous ? Je pense que d'abord, il a pris conscience, notamment par les échanges internationaux. Il occupe le terrain écologiste, vous n'êtes plus représenté au gouvernement. Nicolas Hulot a fait un gros travail auprès de lui. Il avait pris Nicolas Hulot auprès de lui et ça n'a pas été pour rien. On le voit aujourd'hui. Mais pour revenir au sujet, il est évident que... On parlera de François Hollande, mais je note qu'à ce stade de l'émission, c'est un premier satisfecit que vous lui adressez. Hein, il faut saluer l'engagement du président de la République, d'autant plus, encore une fois, que ce n'est pas un écologiste à la base, François Hollande. C'est un socialiste qui ne se préoccupe
préoccupait pas beaucoup d'écologistes, disons-le. Hein, il a dit cette formule, il ne faut pas considérer la planète comme un vulgaire réservoir de ressources naturelles. Je crois que lui-même avait peut-être cette conception il y a encore 5 ou 10 ans. Est-ce que la conférence risque de capoter sur le clivage entre les pays du Nord et les pays du Sud? Est-ce que c'est cela le principal risque aujourd'hui pour vous? Moi, non je ne crois pas, parce que, vous savez, l'Afrique, par exemple, c'est, je crois, 2 ou 3% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Donc on ne va pas faire porter l'effort sur l'Afrique, ça n'aurait aucun sens. Le vrai enjeu, il est que les très gros émetteurs, les États-Unis d'Amérique, l'Europe, le Japon, la Chine, le Canada, l'Australie, ces pays-là se mettent d'accord, entraînent d'autres pays comme l'Inde, la Russie, en disant voilà, à partir du moment où on fait tous des efforts, eh bien on y arrivera. Et les pays en voie de développement, c'est plutôt eux qui vont en bénéficier, c'est pas sur eux qu'on va évidemment faire porter l'effort. Est-ce qu'il faut une taxe Tobin, une taxe sur les transactions financières pour financer la transition énergétique? C'est un des moyens, en tout cas pour financer de la solidarité internationale, pour que les pays du Sud, vous savez que les pays en voie de développement, notamment en Afrique, leur enjeu, ça va être plus de comment ils s'adaptent au changement climatique qui est déjà à l'œuvre, puisqu'on parle de limiter la hausse des températures à plus de degrés. On ne parle pas de zéro. Et on dit qu'aujourd'hui, les propositions des États tournent autour de plus 3 degrés et que si on ne fait rien, qu'on continue comme aujourd'hui, on sera à plus 4 degrés. Et donc, il y a plus de degrés, il y aura quand même une adaptation et la solidarité internationale, elle doit fonctionner pour cela. Alors, la fiscalité écologique, elle est au programme du budget rectificatif. C'est ce qu'on appelle l'écologie punitive. Je ne sais pas qui l'appelle ainsi. Ah, c'est une formule qui revient beaucoup dans la bouche de Ségolène Royal. Oui, mais donc vous soutenez l'action. Oui, mais sur ce point, c'est un point de divergence parce que je crois que la fiscalité est un outil pour récompenser les comportements vertueux et en effet dissuader ceux qui ne veulent pas prendre en compte. C'est la carotte par exemple, et le bâton, d'abord. On peut le dire comme ça, mais vous savez, c'est toujours comme ça que les sociétés ont progressé. Et partout. Et par ailleurs, c'est vertueux, la contribution climat-énergie qui en France commence modestement, parce que là aussi, si on avait voulu d'un seul coup mettre un coup de bambou, alors évidemment, si vous aviez dit le prix du carbone, c'est 100 € la tonne, comme en Suède. En Suède, aujourd'hui, 100 € la tonne. La Suède n'est pas un pays qui s'effondre, n'est pas un pays en retard, au contraire, c'est plutôt un pays en avance. Mais parce qu'ils ont commencé il y a longtemps. Donc nous, on commence plutôt au tir de 10, 12, 15 € la tonne, puis on va continuer à augmenter, et c'est ça qui va nous permettre d'accompagner, d'accélérer le changement. Alors, il y a les taxes, et il y a également les initiatives, les investissements privés. On l'a vu à la COP21, vous avez été impressionné, comme nous tous, par cet aréopage de milliardaires derrière Bill Gates. Alors, le privé, c'est aussi une manière de trouver une solution? C'est évident qu'on ne fera pas la transition énergétique, cette lutte contre le changement climatique sans les entreprises. Les entreprises doivent être des acteurs, pas simplement quelques milliardaires qui peut-être veulent se donner un peu bonne conscience ou qui sont œuvres utiles. Mais manifestement, ils veulent investir, ils veulent un retour sur investissement. Et ce ne sont pas des philanthropes, semble-t-il. Et d'ailleurs, il ne faut pas se dire que ça se fera que par la philanthropie, parce que sinon ça risque d'avancer très lentement. Non, il faut que les grandes entreprises, qui sont des grosses émettrices parfois, les grandes entreprises de l'énergie, bien sûr, mais aussi les entreprises de l'automobile, des transports, beaucoup d'industries en général, les investisseurs. Vous savez qu'il y a un mouvement aujourd'hui qui a été lancé et qui obtient des résultats. On dit le désinvestissement, c'est-à-dire que des investisseurs se retirent leur argent des centrales à charbon, de tout ce qui est de la pression de C'est une façon d'orienter les investissements privés vers ce qui est vertueux, vers ce qui est utile, efficace. Moi, je suis convaincu d'ailleurs que ce seront d'abord et avant tout des investissements privés plutôt que des investissements publics. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'investissements privés dans le domaine de l'énergie. Ce qu'il faut, c'est bien les orienter vers les énergies renouvelables, vers les économies d'énergie plutôt que les énergies fossiles. Comme écologiste, vous misez sur l'innovation technologique, parce que parfois cette innovation dans vos rangs, elle est combattue. À tort, et c'est une des raisons pour lesquelles... On parle des OGM ou autres. Oui, alors là, ça n'a pas grand-chose à voir avec la lutte contre le dérèglement climatique. Mais c'est évident qu'aujourd'hui, ce qui nous permet de progresser dans les transports, par exemple, ou dans la production d'électricité, c'est l'innovation technologique. C'est un mélange de changement de comportement avec l'innovation technologique. L'innovation technologique aidant parfois au changement de comportement. Et même des innovations technologiques qui n'ont pas un rapport à première vue direct avec l'énergie, par exemple, tout ce qui est trait au numérique, on voit bien que ça accélère. Qui aurait imaginé, il y a 10 ou 15 ans, que le covoiturage, ça ne coûte rien
à la collectivité, aux particuliers, non seulement ça ne leur coûte rien, mais ça leur fait faire des économies. Eh bien, le covoiturage a été développé grâce au numérique. Alors vous êtes très optimiste, on l'entend, hein, François de Rugy, mais quand même aujourd'hui, j'ai vu, il y a une Défend une écologie positive. Voilà, positive, j'ai bien compris. Il y a une statistique qui a dû vous peiner aujourd'hui. Les ventes de voitures sont reparties à la hausse le mois dernier en France. Oui, mais est-ce que vous compris les Volkswagen. Est-ce que vous avez regardé la répartition à l'intérieur de ces ventes de voitures? Et je suis convaincu, car c'est la tendance depuis maintenant 3 ans en France, les ventes de véhicules diesel baissent. Quand on est arrivé aux responsabilités en 2012, à plus de 75%, 78% je crois. On est à moins de 58%, moins 20 points en 3 ans. Parce que la France rejoint un peu la moyenne de ses voisins européens notamment. Hein. Barack Obama, aujourd'hui, a évoqué multiples impératifs liés au réchauffement, la croissance bien sûr, mais il a également évoqué la sécurité. Est-ce que le climat est véritablement un danger de déstabilisation des pays? C'est évident, moi je ne veux pas. Alors, il ne faut pas tomber dans le panneau de vouloir tout expliquer par le climat. C'était la question que j'avais l'intention de vous poser ensuite. Quand j'entends certains qui disent le terrorisme islamiste, djihadiste, c'est lié à dérèglement climatique, attention, tout n'est pas dans tout et ne mélangeons pas tout. Quand j'entends certains qui disent si on consomme moins de pétrole, ça fera moins de ressources financières pour l'État islamique, donc il aura moins de moyens. C'est vrai, mais ça n'est pas le principal moyen de lutter contre le terrorisme en France, par exemple, aujourd'hui. Ce n'est pas la principale raison et motivation des tueurs et des terroristes. Certains pays du monde sont déstabilisés par les effets du dérèglement climatique. La bande sahélienne en Afrique, et vous avez remarqué que la bande sahélienne, c'est là où nous intervenons au Mali par exemple, eh bien, est déstabilisée par la progression du désert, qui est lui-même dû au réchauffement climatique, c'est évident. Très bien, donc pas de lien abusif entre le terrorisme, évidemment, et puis les difficultés climatiques qui pèsent sur certaines régions. On va parler de la lutte contre le terrorisme tout de suite, quand même, avec Perrine Tarnaud qui arrive. Craignez-vous pour les libertés publiques, François de Rugy, avec l'application de l'état d'urgence? Écoutez ce que disait à ce sujet Manuel Valls ce matin. L'état d'urgence, c'est forcément une période exceptionnelle et qui est liée, parce que ça c'est la Constitution qui est très précise, à une menace immédiate. Tant qu'il y a la menace, il y a ou l'état d'urgence ou de nouveaux dispositifs qui pourraient être intégrés dans la Constitution. Voilà, Perrine Tarnaud nous a rejoint. Bonsoir Perrine. Bonsoir, alors l'état d'urgence et les craintes qu'il fait naître. Oui, d'abord sur l'état d'urgence, si on a bien suivi Manuel Valls ce matin, il faudra peut-être prolonger cet état d'urgence au-delà du 26 février. Est-ce que vous y êtes favorable? Il faut être très pragmatique. Nous avons voté, moi j'ai voté la loi sur l'état d'urgence, qui était déjà une prolongation, puisque normalement c'est une période de 12 jours. Et en plus, en même temps, nous avons voulu réformer, à l'initiative du gouvernement, la loi de 1955, qui avait 60 ans d'âge, quand même normal qu'on la réforme, sur l'état d'urgence. Et on l'a fait dans un sens d'être plus clair, plus transparent. D'abord, on a supprimé la censure de la presse qui était possible dans la loi de 1955. On vous dit merci alors. Et oui, parce que vous voyez qu'en plus certains collègues voulaient y revenir. Oui, certains de vos amis socialistes voulaient inclure effectivement la possibilité de couper le robinet à images. Hein, vous êtes insurgé là. Tout à fait. J'ai été un de ceux qui me suis insurgé le plus fortement en commission et ensuite, heureusement, en séance plénière à l'Assemblée, cet amendement n'a pas été redéposé. C'était pourquoi? Tordre le bras des chaînes d'infos? Manifestement, mais je crois que c'était une confusion totale entre des problèmes qui peuvent exister, mais qui sont de l'autorégulation des chaînes. Notamment, les policiers avaient fait état du fait que si on mentionnait à l'écran et à l'antenne un certain nombre de positions précises de la police, si vous avez... Puis à l'ère du numérique, ce contrôle devient quand même un tout petit peu plus compliqué. Mais ça n'avait aucun sens. Et justement, donc, ça a été un progrès. Par ailleurs, nous avons également renforcé le contrôle judiciaire et nous avons également renforcé le contrôle parlementaire. Mais évidemment, l'état d'urgence, ce sont des mesures exceptionnelles qui font partie de l'état de droit. Moi, je veux le dire très clairement, celles et ceux qui disent et qui entretiennent l'ambiguïté, ce n'est plus l'état de droit. Si, justement, c'est une procédure qui est dans notre droit. Mais l'état d'urgence pourrait devenir un peu permanent, alors s'il est prolongé au-delà du 26 février. Attendez, là, on a parlé de 3 mois. Peut-être le gouvernement envisage 1 mois supplémentaire. C'est pas ce que j'appelle l'état permanent. Comment savoir si notre sécurité le nécessite? Est-ce que vous, en tant que parlementaire, vous allez exercer un droit de contrôle sur cet état d'urgence? Nous avons interrogé le gouvernement cet après-midi même à l'Assemblée nationale sur ce sujet. Et le ministre de l'Intérieur a dit qu'il était tout à fait disponible pour qu'il y ait tout à la fois au niveau national, nous proposons qu'il y ait une espèce de commission de l'Assemblée pluraliste et du Sénat, avec tous les groupes parlementaires, majorité, opposition, qui puissent auditionner à tout moment, non seulement le ministre de l'Intérieur, mais les responsables des services de sécurité. Donc une sorte de commission d'enquête un peu conjointe à l'Assemblée et au Sénat. Uniquement le temps de l'état d'urgence.
Voilà, commission spéciale si on veut, mais avec des gens qui connaissent bien les sujets. Et puis qu'au niveau départemental, dans tous les départements de France, puisque les préfets ont été invités à informer les élus, et bien que là aussi il y ait des réunions régulières et que on puisse interpeller sur tel ou tel cas s'ils apparaissent litigieux et avec les associations de défense des droits de l'homme. C'est déjà un petit peu ce qui se fait puisque Manuel Valls recevait cet après-midi les présidents des groupes politiques de l'Assemblée et du Sénat ainsi que les présidents des commissions des lois. Donc voilà, vous souhaitez... ça c'est une première étape, mais nous on préfère que ce soit un petit peu plus précis à l'Assemblée et au Sénat avec les responsables des services. Alors, il y a la polémique notamment sur les assignations à résidence. Hein, Exactement. Et il y a eu une escarmouche aujourd'hui à l'Assemblée nationale entre Bernard Cazeneuve qui répondait et qui a mis en cause un de vos anciens amis. On l'écoute. Il répondait en fait aux casseurs je ne peux pas accepter que les forces de sécurité aujourd'hui puissent prendre en charge dans l'espace public des casseurs parce qu'ils ont décidé, dans l'irrespect complet, y compris l'irrespect de la mémoire de ceux qui sont tombés, de jeter des projectiles sur des forces de l'ordre en s'en prenant à l'État et à ceux qui l'incarnent par l'uniforme qu'ils portent. Je ne l'accepterai jamais et tous ceux qui l'acceptent sur ces bancs, dont M. Mamère qui s'agite, sont dans l'irresponsabilité totale et je tiens à le dire très clairement ici. Donc Noël Mamère est irresponsable, si on suit bien le ministre de l'Intérieur cet après-midi à l'Assemblée nationale. Ça rejoint toutes vos critiques contre vos anciens amis. Alors, il faut reconnaître à Noël Mamère au moins une cohérence, c'est que lui, il n'a pas voté l'état d'urgence. Donc ça, moi je lui reconnais au moins cela. D'autres l'ont voté, mais ils s'empressent de le critiquer. Est-ce qu'il est irresponsable? Moi je pense que dans la période actuelle, oui, c'est irresponsable de dire qu'il y a besoin de prendre aucune mesure particulière. Ça, c'est le refus de voter l'état d'urgence. Et puis, dès qu'il est appliqué, et c'est là que je dis qu'il y a des personnes qui l'ont voté, mais qui s'empressent de dire que l'application ne leur convient pas. Mais à ce moment-là, il ne fallait pas le voter. Parce que c'est normal qu'il y ait des assignations à résidence ou des perquisitions. C'est le but de l'état d'urgence. C'est normal. À résidence touche des militants écologistes. Est-ce que là, on ne s'éloigne pas un peu du terrorisme? De qui on parle? De qui on parle? Bernard Cazeneuve des parle militants des casseurs. écologistes, des adhérents d'Europe Écologie Les Verts, par exemple, qui seraient assignés à résidence parce qu'ils sont adhérents d'Europe Écologie Les Verts. Non mais ça, faut arrêter. Ça, c'est un gros mensonge. C'est un énorme mensonge. C'est pas des militants écologistes. Moi, je peux vous le dire parce que je sais de quoi je parle à Nantes avec l'histoire de Notre-Dame-des-Landes. Les zadistes. Où les violents s'infiltrent systématiquement dans le mouvement d'opposition pour le saboter d'ailleurs. Eh bien, et c'est la même chose qui s'est passée place de la République. Et c'est non seulement abject d'avoir utilisé les objets qui avaient été mis là à la mémoire des victimes, mais en plus avoir dit on maintient cette manifestation, il faut y aller. Et encore après, certains responsables politiques, notamment écolos, qui disent si cette manifestation n'avait pas été interdite, il n'y aurait pas eu de débordement. Ah bon, maintenant c'est l'État qui va être responsable des débordements qui ont été commis par ces gens violents. Non, les gens qui ont été assignés à résidence, ils l'ont été parce que il y avait des motifs qui montraient des motifs que, par terroristes. Par exemple, il refusait... Alors, il y a les motifs, oui, il y a les motifs liés au terrorisme, c'est l'objet principal, mais il y a aussi les motifs, et moi je l'assume, des gens qui ne veulent pas respecter les interdictions de manifestation, qui veulent organiser des manifestations dont on sait qu'elles vont avoir ces conséquences violentes. Parce que vous savez, sur la COP21, on le savait bien avant les attentats, qu'il y avait des gens qui préparaient des opérations de sabotage dans des manifestations. Et d'ailleurs, qui manifestaient en disant on est anti-COP21. C'était pas pour la COP21, nous on manifeste pour la COP21. Donc finalement, on étend l'état d'urgence au-delà du terrorisme. Au-delà de ce qui s'est passé le 13 novembre. Emmanuel Cos, elle s'est insurgée contre la mise en cause, elle a eu bien militants tort. Elle a eu bien tort, et c'est là que Qu'est-ce qu'elle nous a dit précisément, Emmanuel Cos? Alors, hein, elle s'est insurgée, elle est effectivement. contre la mise en cause de militants écologistes assignés à résidence, et elle souhaite que soit examiné l'ensemble des raisons qui ont conduit à ces assignations. Elle parle donc, elle, bien de militants écologistes, pas comme vous. Qu'est-ce que vous lui répondez? Elle a raison sur le fait de dire regardons les raisons qui ont conduit à ces assignations à résidence. Mais moi, je ne les conteste pas a priori comme certains le font, parce que je vais vous dire, certains, même ceux de mes collègues, par exemple, qui ont voté l'état d'urgence, dès que c'est mis en application, ils ne l'acceptent pas. À ce moment-là, il ne fallait pas le voter, parce qu'on savait que dans les applications, il y aurait assignation à résidence, perquisition. Et moi, je veux vous répondre sur la question, on dit « Ah, mais ce ne sont pas des djihadistes ». Mais évidemment que ce ne sont pas des djihadistes, que certains ont été mis en assignation à résidence. Mais il se trouve que nous sommes dans un pays qui non seulement a la menace terroriste, mais doit organiser cette COP21. Et moi, je voulais qu'on maintienne l'organisation de la COP21. Et donc, ça nécessite de très gros moyens de police, de sécurité. Et vous croyez que les gendarmes, les CRS, les policiers n'ont pas autre chose à faire que d'essayer d'aller sécuriser ces manifestations dans cette période de COP21? C'est pour ça. Et alors, quand il y a des gens, que j'ai encore entendu ça à l'Assemblée nationale, qui comparent avec les marchés de Noël et les marathons, mais de qui se moque-t-on pour dire une énormité pareille? Vous croyez que dans les
marathon, il y a des gens cagoulés, casqués, qui veulent attaquer les policiers. Enfin, on sait très bien que ça n'a rien à voir. Certains disent qu'on interdit les rassemblements d'idées, mais qu'on autorise en revanche les rassemblements de sportifs ou effectivement les marchés de Noël. Je vais vous donner un exemple précis, car j'ai eu à travailler par le passé là-dessus. Les matchs de foot. On sait qu'il peut y avoir des débordements violents parfois dans les matchs de foot. Eh bien, actuellement, et les supporters actuellement l'acceptent, tous les déplacements à l'extérieur sont interdits. C'est-à-dire que vous êtes supporter nantais, il y a un match dans une autre ville, eh bien c'est interdit. Pourquoi? Parce que vous savez très bien que ça nécessite un déploiement de policiers et de CRS supplémentaires quand il y a ces déplacements. Alors, et dans la période actuelle, encore une fois, on a autre chose à faire. Et Jean-Luc Mélenchon, pour lui, cet état d'urgence, c'est un instrument pour criminaliser les mouvements sociaux. Il dénonce le recours à des lettres de cachet. Vous lui répondez quoi? Mais de toute façon, il le disait déjà avant. Toute cette thématique que moi je conteste depuis toujours, de la criminalisation du mouvement social, c'est quelque chose qu'il disait déjà avant. Il le disait sur Air France. Hein, ça n'avait rien à voir avec l'état d'urgence. Quand il y avait des procédures judiciaires, procédure judiciaire. Les personnes qui ont été interpellées le matin, pas la nuit, le matin, sur mandat judiciaire, ils le contestaient aussi. Donc si vous voulez, ça c'est les gens qui contestent systématiquement l'état de droit et qui contestent systématiquement l'autorité de l'État quand ça ne va pas dans leur sens. Ils sont pour l'autorité de l'État quand ça va dans leur sens, ils sont pour l'autorité judiciaire quand ça va dans leur sens, mais pas quand ça va dans, quand c'est pas dans leur sens. Et par ailleurs, excusez-moi, les violences... Vous êtes en train de dire que Jean-Luc Mélenchon n'est pas très démocrate alors? Je pense qu'il n'est pas dans l'idée de respecter la justice indépendante. Ça, je l'ai déjà dit au moment de l'affaire Air France. Vous êtes un opposant à l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Oui. Hein, mais est-ce que vous espérez quand même, là vous allez peut-être pouvoir nous le dire, que certains zadistes qui occupent les lieux tombent dans les filets de l'état d'urgence? Mais pas du tout, d'ailleurs, c'est pas le cas. D'ailleurs, parce que la police, tout simplement, pour la même raison que celle que j'indique. Mais eux ne respectent pas l'état de droit que vous défendez. Oui, mais la police et la gendarmerie a autre chose à faire actuellement. Et le préfet de Loire-Atlantique l'a dit officiellement, et moi je le remercie de cette franchise et de cette honnêteté et de ce bon sens, qu'il n'y aurait pas d'opération particulière sur le front, si on peut dire, de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, parce que justement, il y avait d'autres choses à faire actuellement et d'autres priorités pour l'état de droit, pour l'autorité de l'État et la sécurité des Français. Parce que moi je revendique, je l'ai dit à l'Assemblée nationale, quand il y a eu la loi sur l'état d'urgence, il y a une demande de sécurité des Français et c'est normal, c'est légitime que l'État, donc le gouvernement, donc le Parlement, répondent à cette demande de sécurité. Je sais qu'il y a un certain nombre de gens à gauche, chez les écolos, qui, dès qu'on prononce le mot sécurité, c'est déjà une atteinte aux libertés. Eh bien non, il y a cette demande de sécurité, c'est normal d'y répondre. Car si on ne le fait pas, moi je sais comment ça se finira. Hein. À ce moment-là, les Français ils se tourneront vers ceux qui tiennent un discours extrémiste sur le sujet. Et ceux-là, ils existent, ils sont en pleine montée. C'est déjà le cas. On va en parler dans un instant avec Stéphanie Exactement. Leroux. Donc vous adhérez pleinement à la formule de Manuel Valls qui dit que cette restriction des libertés, elle a pour objectif de protéger nos libertés. C'est ce qu'il n'arrête pas de répéter. Moi, je l'ai dit à la tribune de l'Assemblée, c'est protéger notre mode de vie libre et notre société ouverte et tolérante. Car nous sommes attachés à notre mode de vie libre, à notre société ouverte et tolérante, et pour cela, on prend des mesures de sécurité. Moi, je refuse d'opposer sécurité et liberté. Encore une fois, je vous dis, dès qu'on prononce le mot sécurité, chez certains, c'est déjà une atteinte à la liberté. Encore eh bien non. Une petite question quand même sur ce point, parce que la France a quand même prévenu le Conseil de l'Europe, c'était ce week-end, on l'a appris, qu'elle allait enfreindre les droits de l'homme. Et vous savez pourquoi? Alors expliquez-nous. Parce que la Convention européenne des droits de l'homme prévoit qu'il y ait des procédures de dérogation. C'est-à-dire que la France applique les procédures. C'est comme l'état de droit, c'est que l'état d'urgence, c'est quelque chose qui est prévu dans notre état de droit. On le dit, on le fait en toute transparence. Et pourquoi moi j'étais si attaché justement à la liberté de la presse dans ces circonstances-là? C'est parce que la presse est totalement libre à ce moment-là de dire mais attendez, comment ça se fait, monsieur un tel a été assigné à résidence, est-ce bien justifié? Et vous pouvez faire confiance à tout un tas d'organes de presse pour évidemment raconter le moindre excès de zèle, et il peut y en avoir, et il est à ce moment-là tout à fait normal de le condamner et d'interpeller le gouvernement ou les autorités préfectorales pour qu'ils reviennent. Est-ce que vous regrettez que ces mesures n'aient pas été prises finalement après le mois de janvier, après le premier attentat? C'est un autre débat. Oui, mais quand même, là, vous défendez avec fougue l'état d'urgence. C'était pas la même ampleur de menace à ce moment-là, mais on ne refera pas l'histoire. Ce qui compte, c'est d'agir ici et maintenant. C'est le reproche, en tout cas, de la droite et de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy qui a déclaré que la bienséance nous a empêchés d'aborder les vrais sujets, comme par exemple le sujet de l'identité nationale. Est-ce qu'il a raison ? Bah écoutez, il a été président de la République pendant 5 ans. Je crois que personne ne l'a empêché d'aborder le moindre sujet. Il avait mis sur la table ce sujet de l'identité nationale, mais ça avait été extrêmement critiqué à l'époque. Enfin, il avait commandé au préfet d'organiser des débats dans tous les départements de France sur ce sujet. La vérité, c'est que ça avait tourné au fiasco, parce que lui, il voulait instrumentaliser cette question. Moi, je vais vous dire, je n'ai pas de problème avec le mot identité en ce qui me concerne. Je pense qu'il faut en parler. L'identité nationale non plus. Je pense qu'il faut en parler.
de l'identité nationale, des identités régionales. Moi, je défends les identités régionales. J'entends des gens à droite qui ne veulent pas en entendre parler, par exemple. Les identités d'origine. Il y a des Français qui ont une double culture. Peut-être même certains une triple culture. C'est une richesse. Bon, en tout cas, et ça fait partie de l'identité nationale française. En tout cas, ce débat à l'époque avait été rejeté. Mais quand Manuel Valls dit aujourd'hui qu'il faut reconstruire la République et qu'il faut retrouver finalement des bases, des fondements à cette République, il pense à quoi à votre avis? La République, d'abord, c'est quelque chose qui sera toujours en construction. La République, là, il nous elle dit ne sera jamais finie. Il nous dit qu'elle a été détruite. Là. C'est vrai que à la fois les attentats, certaines situations. Moi, je voudrais pas que. C'est pas les attentats. Il parle effectivement de la bien-pensance qui a pu empêcher de regarder en face certains problèmes de la société. Ces histoires de bien-pensance, faisons attention, parce que non, mais est-ce qu'on justement toléré, dans un pays, tout le monde dit ce qu'il veut. Est-ce qu'on n'a pas toléré trop de choses qui finalement ont favorisé la montée du communautarisme? Oui, du communautarisme, en tout cas de l'islamisme radical, à un certain nombre d'endroits. Il faut bien serrer les problèmes et en effet, la radicalisation allant jusqu'à l'engagement dans le djihadisme et dans le terrorisme. Oui, mais avant ça, peut-être la perte de certaines valeurs comme la laïcité. On l'a sinon sous-estimé, en tout cas, on n'a pas voulu prendre des mesures concrètes. Je veux dire, on a fait un rapport parlementaire en 2013. C'est Christophe Cavard, député écologiste, vous voyez, ça pourrait surprendre. Et c'est un écologiste qui avait fait un rapport sur les dysfonctionnements de la Fermera. Et il avait préconisé un certain nombre de choses en matière de police, de sécurité, notamment aussi le fichier européen PNR sur les voyages en avion. Mais il avait aussi préconisé des brigades d'éducateurs spécialisées dans la détection justement des dérives vers le djihadisme. Parce que les éducateurs actuels, ils n'ont pas la culture, la formation pour le faire. Et donc, ça, ce sont des mesures concrètes qu'il faudra aussi prendre. Oui, mais François de Rugy, ce genre de rapport, on l'avait ici aussi au Sénat avec la commission d'enquête liée au réseau djihadiste. Et pourtant, rien n'a été fait depuis ce rapport de l'Assemblée nationale en 2013, depuis ce rapport de la commission d'enquête ici l'année dernière au Sénat. On a quand même laissé les choses. Donc il y a une part de responsabilité importante de ce gouvernement et sans doute aussi du précédent. Oui, alors attendez, il ne faut pas non plus expliquer ça. Moi, je suis d'accord avec Manuel Valls quand il a dit qu'il n'y a pas d'excuse sociologique, non seulement il n'y a pas d'excuse culturelle, mais il y avait des religieuse ou internationale sur le terrorisme. Il y a des personnes qui prennent la responsabilité de s'engager dans le terrorisme, de se faire sauter en pleine rue. Ce sont eux les responsables. Des solutions ont été proposées. Il faut faire attention parce que je vois dans certains milieux de gauche qu'on est en train de transformer les victimes en coupables et les coupables en victimes. Vous avez été choqué par exemple par l'approche d'Emmanuel Macron qui a dit que la France avait fourni un terreau favorable. Il m'arrive d'être d'accord avec Emmanuel Macron, y compris quand il secoue le cocotier. Là, j'ai trouvé qu'il allait sur une mauvaise piste, en effet, et qu'il glissait sur une mauvaise pente. En revanche, je pense qu'il y a dans notre pays trop d'inertie, trop de conservatisme sur plein de sujets, y compris ces sujets-là. Et donc, en effet, on fait des rapports, nous, au Parlement. Il y a des sociologues qui tirent la sonnette d'alarme, il y a des enseignants et autres, et on se dit... tant qu'on peut continuer comme aujourd'hui sans trop toucher nos structures, on le fait. Et ça, c'est une erreur d'une manière générale, mais ce n'est pas lié spécialement aux attentats. Quand même, la réponse très sécuritaire de François Hollande, il a repris une partie quand même des arguments de la droite, elle est liée directement aux événements du 13 novembre. Parce qu'il y a, encore une fois, je vous le disais, un besoin, une demande légitime de sécurité d'une part. Par ailleurs, moi je veux le dire, le terrorisme, c'est d'abord un problème de sécurité intérieure. Y compris par rapport à l'international. Certains qui disent on va aller faire la guerre en Syrie, on réglera le problème du terrorisme. Est-ce qu'il faut créer alors des centres de déradicalisation? C'est la proposition encore hier soir de Nicolas Sarkozy. Mais Manuel Valls a dit que le gouvernement allait l'étudier. Vous savez qu'il y a des expériences en prison qui sont menées d'ores et déjà. Et c'est une des conséquences pour le coup des événements de janvier. Ça avait déjà commencé. Nous on propose cette brigade d'éducateurs spécialisés sur ces questions-là pour aller à la rencontre des jeunes et détecter les problèmes. Donc oui, il faut pas avoir là-dessus, il ne faut pas écarter par avance un certain nombre d'idées ou de solutions, mais il ne faut pas non plus faire croire aux Français qu'il y a des recettes miracles et que si on avait écouté un tel ou si on avait écouté une telle, on n'en serait pas là. C'est trop facile de dire ça. C'est un problème qu'on trouve dans plein de pays, les attentats. Il n'y a pas que la France qui est ciblée. Ouais. Et dernière question, est-ce qu'on pourrait instaurer un délit de consultation des sites djihadistes sans porter atteinte au droit d'information, au droit de s'informer? On a fait des choses. Dans une loi antiterroriste qu'on avait faite il y a déjà plus d'1 an et demi. On a fait la loi renseignement. Il y a des mesures de détection. Il ne faut pas tomber dans l'excès de dire, quand M. Sarkozy dit consulter simplement un site, ça veut dire que déjà on est un apprenti djihadiste. Là, c'est excessif. Merci beaucoup, Perrine. Troisième partie de Preuve par 3 maintenant. François de Rugy avec Stéphanie Le Rouge de l'AFP qui va nous rejoindre. Et cette question, un parti écolo sert-il encore à quelque chose? On en parlera
également dans le cadre des régionales, bien sûr. Et on vous pose cette question alors que vous avez vous-même créé votre parti, je le disais tout à l'heure, et que les listes Europe Écologie, les Verts, semblent plutôt dans l'impasse lors de ces élections dont le premier tour aura lieu dimanche. Écoutons Jean-Daniel Lévy de Harris Interactive. On est face à des Français qui sont aujourd'hui attentifs au réchauffement climatique, au dérèglement climatique. On est face à des Français qui sont interrogatifs sur le lien entre dérèglement climatique ou problèmes en matière environnementale et les conséquences en matière de santé, mais en même temps, ils ne voient pas aujourd'hui des solutions qui sont exprimées de la part des écologistes. Et que ce camp-là, aujourd'hui, va voter de manière assez nette en faveur des socialistes. Voilà, Stéphanie Le Rouge, que nous accueillons pour la première fois sur le plateau de Presse par 3, notre consoeur de l'AFP Techno. Bonsoir Stéphanie, vos questions à François de Rugy. Alors, vous le disiez tout à l'heure, Michel, le monde entier semble s'être emparé de la question écologique. Et du coup, se pose cette question, est-ce qu'il y a encore une utilité à un ou des partis écologistes puisqu'ils semblent se multiplier assez naturellement ? Il y a eu une utilité, c'est évident, pour la prise de conscience, car à une époque, nous n'avions pas ce niveau de prise de conscience dans les discours. Et je crois qu'il y a une utilité aujourd'hui dans le passage des discours aux actes, des discours aux décisions, et à la mise en œuvre de ces décisions dans la durée. Car on le voit au niveau international, au niveau européen. Malheureusement, au niveau européen, l'Europe a parfois été à la pointe en matière écologique, par exemple sur les normes anti-pollution des voitures ou sur les normes d'émissions de CO2. L'Europe est à la pointe, il faut le dire. Mais dans d'autres domaines, malheureusement, l'Europe aujourd'hui a un peu tendance à régresser, par exemple la politique énergétique. Donc là, l'utilité d'avoir des élus écologistes, des responsables écologistes, des ministres écologistes dans ces négociations internationales, comme dans la politique à mener dans notre pays, dans nos régions demain, eh bien là, je crois que oui, il y a encore un grand besoin d'élus écologistes. Vous-même, vous avez créé votre parti écologiste en quittant ELV avec fracas à la fin de l'été. Vous avez affirmé d'emblée votre soutien à la politique du gouvernement. Est-ce que vous êtes satisfait de ce que fait le gouvernement français en matière d'écologie? On pense notamment au dossier très controversé de Notre-Dame-des-Landes dont vous parliez tout à l'heure. Nous avons dit que nous étions dans la majorité, parce que nous avons été élus en 2012 dans la majorité. Il y a des gens comme Cécile Duflot ou autres qui ont décidé de sortir de la majorité. Je ne sais pas comment ils l'ont expliqué à celles et ceux qui les avaient élus dans la majorité. En 2012, nous avons toutes et tous été élus députés ou sénateurs dans la majorité. Ils ont expliqué que le programme annoncé n'était pas suivi et que ce n'était pas la politique pour laquelle ils avaient été élus. Ils l'ont expliqué au bout de 22 mois. En avril 2014, quand Manuel Valls a été nommé Premier ministre, mais tout le monde a compris que c'est surtout parce que ça ne leur plaisait pas que Manuel Valls soit Premier ministre. Mais en 22 mois, c'était normal qu'on n'ait pas fait tout le programme. Par ailleurs, et c'est évident que depuis 3 ans et demi, la politique écologique de cette majorité, de ce gouvernement, pourrait être beaucoup plus ambitieuse. Et c'est là que nous pensons, nous cherchons tout le temps à pousser plus fort. Et c'est évident. À entrer dans le gouvernement, vous voulez dire? En tout cas, si nous étions ça, oui, nous avons la faiblesse de penser que des écologistes au gouvernement feraient plus d'écologie que des socialistes. Voilà. Et donc ça, ce sont des réalités simples que les Français comprennent très bien. Et je crois que d'ailleurs, c'est la mission qu'ils assignent aux écologistes lorsqu'ils votent pour les écologistes. Pour les élections régionales, vous n'êtes pas forcément en accord avec vos partenaires sur le sujet de Notre-Dame-des-Landes. Est-ce que ça, c'est pas un problème de cohérence? Des sujets de désaccord, il y en a, évidemment. Ça fait longtemps que ça dure. Pour ce qui est de Notre-Dame-des-Landes, ça ne nous a pas empêchés de travailler ensemble sur d'autres sujets. Et heureusement, vous imaginez si en France, on devait gouverner qu'avec les gens avec qui on est 100% d'accord, mais on gouvernerait jamais. Mais aucun parti, c'est un point de clivage important. Parce que le Parti socialiste, il n'a pas la majorité à lui tout seul. Bon, à l'Assemblée nationale, il a encore vaguement l'illusion d'avoir la majorité à lui tout seul. Mais en France, les Français n'ont jamais voté à plus de 50% pour un seul parti. Les Français, ils sont divers, et donc les courants politiques qui les représentent le sont également. Mais ce que les Français nous demandent, en revanche, c'est d'arriver à nous mettre d'accord, à passer des compromis. Et c'est ce que nous revendiquons. Parce que les écologistes qui restent tout seuls dans leur petit coin, ça ne sert à rien. que l'ensemble des recours devaient être examinés. Le président de la République s'y était engagé. Et finalement, de manière assez récente, Manuel Valls a dit que les travaux, enfin la préfecture, a annoncé le commencement des travaux. Emmanuel Valls a approuvé. Donc voilà. Est-ce que le gouvernement, là, après avoir pris un engagement, finalement n'est pas revenu dessus, ce qui pourrait être gênant pour vous, surtout pour l'élu que vous êtes de cette région? Et depuis, ce que je disais tout à l'heure, le préfet de Loire-Atlantique s'est exprimé compte tenu du contexte sécuritaire extrêmement lourd dans lequel nous vivons. Mais par ailleurs, je souhaite, en effet, c'est très clair, et mon mouvement souhaite qu'on en revienne
à justement cette expression de compromis sur le respect jusqu'au bout des procédures juridiques en cours. Mais vous savez, pas par fétichisme du compromis ou des procédures juridiques, par bon sens. Vous n'allez quand même pas lancer le chantier d'un aéroport, quelque chose d'aussi lourd, si à la fin, ce projet, dont le chantier aurait déjà démarré, pourrait être déclaré illégal par un tribunal français. C'est l'état de droit, là aussi, c'est l'état de droit. Alors on peut dire, la procédure française, elle est trop longue, elle est trop complexe. Moi je le pense, mais il faut la réformer. En attendant, il faut l'appliquer telle qu'elle est, parce que les recours n'ont pas pu avoir lieu avant la déclaration d'utilité publique. Moi je pense qu'il vaudrait mieux qu'on signe la déclaration d'utilité publique quand les recours ont été purgés. Mais quand tous les pas le cas. recours auront été épuisés, et si la décision est favorable, eh bien vous vous rendrez à la décision initiale de construire cet aéroport. Vous ne cesserez de le contester. Ah mais moi j'avais même proposé, comme Jean-Vincent Placé, un référendum. Si le résultat n'était pas dans notre sens, on respecterait le résultat. Ça c'est la démocratie. Il y a un autre dossier emblématique, c'est Fessenheim. Il y avait une promesse du candidat François Hollande qui semble pour le moins mettre du temps à être réalisée. Qu'est-ce que vous dites? Le président, le gouvernement, même la ministre de l'écologie qui à un moment donné avait évoqué la possibilité de fermer une autre centrale que Fessenheim. Tout le monde a redit il y a quelques semaines que c'était la fermeture de Fessenheim qui était prévue et qui serait réalisée, qu'il y aurait en quelque sorte un processus irréversible pour que cette centrale soit fermée, qu'elle ne puisse pas réouvrir. Pour autant, moi je souhaite que dans ces domaines-là, comme dans d'autres, il y ait plus de clarté. Oui, le gouvernement gagnerait, le président de la République gagnerait à être plus clair sur ses engagements écologiques. Alors, l'une des raisons de votre rupture avec Europe Écologie, c'est l'absence d'union de la gauche, de la part de vos amis, avec la perspective d'une montée en puissance du Front National qui se confirme sondage après sondage, j'ai envie de dire presque heure après heure. Écoutez cet échange à distance entre Pierre Gattaz, le président du MEDEF, qui a pris position aujourd'hui, et Marine Le Pen. Mon problème n'est pas le Front National. Mon problème, c'est leur programme économique du Front National, qui me rappelle, étrangement, le programme de l'extrême gauche et le programme de 1980 du programme commun de la gauche qui nous a conduits en moins de 2 ans dans le mur. Bah c'est bien, UMP, PS, MEDEF, même combat, parfait. Bah vous voyez, moi demain, la semaine dernière, je suis allé rencontrer le MEDEF de la Somme. Demain, je vais aller rencontrer le MEDEF. S'ils ont des choses à me dire, ils me le diront. Mais moi, les gens qui ne veulent pas débattre, je trouve toujours ça étrange. Vous saluez, François de Rugy, la prise de position de M. Gattaz? Je ne suis pas sûr que ce soit très utile, sur tous les arguments qu'il utilise, dire c'est le programme de 80. Bon, je ne sais pas si c'est le souvenir de son père, qui était déjà le chef du patronat à l'époque. Moi, franchement, je crois que ça ne sert pas à grand-chose. Il y a un débat politique électoral qui est en cours, qui va aller jusqu'à son terme. C'est dimanche, 6 décembre, premier tour des élections régionales. Le 13, c'est le deuxième tour. Moi, j'appelle les Français à voter largement. Ça aussi, c'est une réponse concrète. Parce qu'invoquer les valeurs de la République, de la démocratie, de l'état de droit, si on ne la fait pas vivre, au moins concrètement par son vote, ça ne servira pas à grand-chose. Ça, c'est une réponse concrète aussi à ce que nous avons vécu depuis le début de l'année avec les attentats. Mais au-delà de cela, que le débat politique ait lieu sur tous les sujets, y compris le programme économique, en effet, du Front National, qui, je le pense, est dangereux pour nos régions et pour la France. Mais je crois que les prises de position comme ça, un peu à l'emporte-pièce, vont plutôt brouiller les choses qu'elles ne vont les clarifier. Face au risque du FN, Emmanuel Cos s'est prononcé très clairement hier pour un retrait des listes ELV si cela doit permettre de faire battre le FN. On sait qu'au PS, il y a un débat qui n'est pas clarifié sur la fusion, le retrait, le maintien. Est-ce que vous avez une position claire à faire valoir? ELV, j'ai pas très bien compris cette prise de position parce que j'avais pas compris que les listes ELV avaient vocation à se maintenir au deuxième tour. Déjà, ça voudrait dire qu'elles feraient plus de 10%. Bon, on va voir, mais je crois qu'il vaut mieux être modeste et humble. Ça n'apparaît dans aucune région pour l'instant, cette perspective-là. Et si c'était le cas, est-ce que ça veut dire qu'elles auraient vocation à se maintenir ? C'est-à-dire qu'elles n'auraient pas vocation à fusionner avec la gauche pour essayer de gagner. Alors si c'est le cas, ce serait encore plus l'éloignement de ce qui a toujours été normalement la stratégie des écologistes, qui était le rassemblement de la gauche et des écologistes pour gouverner. Emmanuel Cos a très clairement dit qu'elle agirait en fonction de ce que ferait le PS, mais ce qu'on comprend, c'est qu'elle invite le PS à se retirer en cas de risque du FN et qu'elle le fera également. C'est une position qui englobait toute la gauche. Moi, ce que je veux dire très clairement, bien sûr, il faut attendre le premier tour, mais enfin, on ne va pas croire que tout d'un coup, le Front National va s'effondrer le 6 décembre dans les urnes, parce que ce n'est pas simplement les sondages. Et c'est pour ça que moi,
je le dis depuis de nombreux mois, et pas simplement à ELV, je le dis à l'ensemble de la gauche et des écologistes, regardons la réalité en face lucidement. Le Front National ne cesse d'augmenter, depuis des années, là aussi, c'est pas la gauche, la droite. En 2012, après 5 ans de Sarkozy, 18% pour Marine Le Pen. En 2014, aux européennes, après 2 ans de François Hollande, 25% pour Marine Le Pen. Ensuite, au cantonal, les élections départementales, vraiment locales, 25% de nouveau pour le Front National. Donc, malheureusement, la surprise aux élections régionales, ce serait que le Front National descende en dessous de ces niveaux. Je n'y crois pas. Donc, il faudra faire face à cette situation. Et moi, j'inviterai, le soir, je le dis dès maintenant, au dialogue entre les listes, on va dire, de droite classique et de gauche de gouvernement qui pourraient se maintenir, à dialoguer, à se mettre autour de la table, le cas échéant. J'espère que c'est quand même possible dans notre pays de se mettre autour de la table, même si on a pu marquer plutôt les divergences de projets, de bilans dans nos régions. Et à ce moment-là, on verra quelle est la meilleure solution, région par région, pour empêcher le Front National de gagner dans des triangulaires. Et à ce moment-là, oui, toutes les solutions doivent être envisagées, oui, parfaitement. Car si on veut sincèrement éviter que le Front National gagne une région simplement par l'effet des triangulaires, s'il gagne une région parce qu'il a la majorité absolue, c'est que les habitants de cette région l'auront voulu majoritairement. Mais s'il gagne avec 34, 35% simplement parce qu'il y a eu une triangulaire, à ce moment-là, je pense que ça n'aurait pas été responsable. Moi, j'en appelle à la responsabilité. Vous appelez... Au premier tour, il faut se rassembler. Ça, c'est clair que pour le premier tour, il faut se rassembler. Parce que si la gauche, les écologistes ne se rassemblent pas, c'est un processus d'auto-élimination. C'est-à-dire qu'on ne compte plus pour le deuxième tour. Là, c'est trop tard, cette position. C'est-à-dire que le choix a été fait... Ah non, mais les électeurs... moi, je m'adresse aux électeurs. Ah non, ça, je m'adresse pas. Qu'est-ce que vous dites aux électeurs? Apparatchiks de ELV, ça, c'est clair. Qu'est-ce que vous dites aux électeurs qui ont un bulletin de vote Europe Écologie Les Verts? Je leur dis, parce que je les connais, je les rencontre tout le temps, et je l'ai encore fait ce week-end dans ma circonscription, à Nantes, à Orvaux. Ils me disent qu'ils sont inquiets, et je sens une aspiration. D'accord, mais qu'est-ce que vous leur dites quand ils ont le choix, effectivement, de prendre un bulletin Europe Écologie Les Verts? Pas touche. Je suis allé faire campagne dans beaucoup de régions et pour des listes de gauche et écologistes de rassemblement, car il y a des écologistes sur des listes de gauche sortantes. Monsieur Kéran en Auvergne-Rhône-Alpes, il y a beaucoup de candidats écologistes sur sa liste. Monsieur Bartolone en Ile-de-France, Monsieur Clergeau en Pays de la Loire. Je pourrais multiplier les exemples. Monsieur Saint-Ignon dans le Nord-Pas-de-Calais, Picardie. Eh bien, j'invite les électeurs à se rassembler avec ces listes. Et surtout, ne pas s'emparer d'un bulletin de vote avec le logo Europe Écologie Les Verts, on a compris. La division, je pense, ne servira que la droite et l'extrême. Est-ce que vous en appelez on parle beaucoup de l'Union nationale, est-ce que vous en appelez à l'Union nationale contre le Front National? Je suis assez favorable, pour ma part, à ce que l'on regarde quand on peut travailler ensemble. Je vais vous dire, je vais même plus loin, je pense qu'en 2017, l'élection présidentielle se jouera sur la capacité de celui qui pourra, face à Marine Le Pen, incarner un large rassemblement. Je pense que François Hollande peut le faire d'ailleurs, mais qu'il doit s'en donner les moyens. Vous ne souhaitez pas qu'il y ait de candidats écologistes à la présidentielle? Ça ne servirait à rien qu'à d'abord à affaiblir l'écologie. Parce que faire 1%, 2%, mais même là peut-être 5, 6%, c'est ce qu'on voit, à quoi ça sert sinon à mettre en scène l'impuissance de l'écologie. Et ensuite, il y a un esprit de responsabilité. Moi, je me placerai toujours, comme on le disait tout à l'heure sur les attentats avec l'état d'urgence, les questions de sécurité, il faut faire preuve d'esprit de responsabilité. Oui, on aimerait bien organiser des manifestations, mais on voit que dans la période actuelle, c'est pas une bonne chose. Eh bien, on en tire les conséquences concrètes. Les élections, on voit que le Front National peut gagner, on en tire des conséquences concrètes et on fait preuve d'esprit de responsabilité. Même si ça nous oblige à réviser des réflexes qu'on avait jusqu'à présent. Et puis moi, je vais vous dire, je crois qu'on surjoue en France, et on crève de ça, des divergences gauche-droite surjouées, qui du coup amènent à des surenchères de discours avant les élections. Monsieur Sarkozy est reparti totalement sur cette voie-là avec un certain nombre de discours. Monsieur Mélenchon, on en parlait tout à l'heure, aussi à gauche de la même façon. Et puis à la fin, qui est-ce qui profite de cela? C'est le Front National, parce que, y compris une partie des électeurs qui votent pour le Front National, j'en suis convaincu, le font parce qu'ils ont l'impression que le reste de la classe politique, finalement, est dans les postures. Alors vous voulez une nouvelle configuration politique, c'est clair? Autour de François Hollande, avec quoi? Des éléments de centre-droit, de centre-gauche? Je pense qu'il faudrait avoir une grande coalition en France. Une grande coalition? Une grande coalition pour faire un certain nombre de réformes importantes. Contrairement à ce que croient un certain nombre de dirigeants politiques,
qu'ils essayent de faire croire. Ce n'est pas une majorité arrachée au forceps par le scrutin majoritaire à l'Assemblée nationale qui permet de faire des grandes réformes. L'expérience l'a montré. C'était un peu le projet que vous aviez quand vous avez lancé votre mouvement écologiste, qui est sous la bannière de l'UDE de Jean-Vincent Placé. C'est un petit peu compliqué chez les écolos. Et tout cela avait vocation éventuellement à fédérer encore plus largement, avec pourquoi pas Génération écologique, CAP 21, le mouvement de Robert Rue, etc. Et finalement, on a l'impression que ça n'a pas vraiment pris Mais cette parce que les logiques de parti, justement, chacun se dit, même avec des petits partis, je veux quand même garder mon petit parti. Je ne sais pas quel sera le résultat des élections régionales, mais s'il se profile tel qu'on le voit dans les études d'opinion et dans les élections précédentes. Eh bien, moi, j'inviterais les uns et les autres à ce qu'on révise, justement, nos fonctionnements de parti. C'est justement ces fonctionnements où chacun défend sa petite boutique, où finalement le parti devient une fin en soi, alors que c'est un moyen pour défendre des idées, présenter des candidats. C'est rien d'autre que ça, un parti politique. Sinon, ça devient quelque chose de fermé, de sectaire. Je l'ai dit avec ELV. Vous parliez tout à l'heure des électeurs. Tout ça. Est-ce que les électeurs vous ont suivi? C'est-à-dire qu'au départ, vous aviez 300 adhérents, peut-être. En tout cas, c'est ce qu'on a vu à la naissance de l'UDE. Est-ce qu'il y en a davantage aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un mouvement, une dynamique? Oui, mais pour ce qui est des électeurs, là, les élections régionales seront déjà un premier test. En effet, les électeurs sont les seuls juges, ou en tout cas, ce n'est pas le jugement dernier, mais en dernier ressort, c'est le jugement auquel nous devons tous et toutes nous soumettre. Et c'est la différence d'ailleurs avec M. Gattaz ou d'autres, c'est que nous nous soumettons au jugement des électeurs. Vous avez combien d'adhérents aujourd'hui, vous, personnellement, à Écologistes? Nous en avons plusieurs centaines, mais moi, je ne fais pas de gonflette sur les chiffres d'adhérents. Et nous sommes un mouvement en construction. Et nous verrons au début de l'année, nous ferons un premier point, puis surtout au bout d'un an de fonctionnement, mais nous nous inscrivons dans la durée. Parce que les écologistes réalistes, pragmatiques, responsables, l'écologie positive que nous défendons, eh bien, elle a vocation à durer. Et je suis convaincu que c'est les électeurs qui s'intéressent à l'écologie, c'est cette écologie-là qu'ils veulent. Qui de vous ou de Jean-Vincent Placé a le plus envie d'être ministre? Alors ça, je n'avais jamais pensé à cette question, parce que là, ça frise la psychanalyse, et moi, je ne fais pas de la psychanalyse en politique. Ce que nous partageons ensemble, nous sommes différents l'un l'autre. C'est l'ambition d'être ministre? Non, ce que nous partageons ensemble, c'est d'inscrire l'écologie et les écologistes dans les institutions et en effet dans les responsabilités. Il n'y a que aux écologistes qu'on demande quand ils se présentent aux élections s'ils se présentent pour être élus ou s'ils se présentent pour exercer les responsabilités. Enfin, c'est incroyable. On ne se présente pas aux élections, moi je le dis. S'il y a des gens qui se présentent aux élections et qui disent non, mais de toute façon, c'est pas d'être élu qui nous intéresse, qu'ils ne se présentent pas. Ça facilitera le choix. Donc, vous espérez que François Hollande fasse entrer des UDE au gouvernement en 2016? Je n'espère rien. Je ne suis pas là dans l'espoir ou dans l'attente. Vous avez fait passer votre message. J'ai déjà dit que c'était à François Hollande de prendre les initiatives qu'il jugerait bonnes pour rassembler pour l'élection de 2017 et pour défendre le bilan des 5 ans. Et moi, je souhaite que jusqu'au bout, on fasse des réformes et des changements. Merci Stéphanie, merci François de Rugy. Merci. Merci à tous, bonsoir, à très vite.